Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Qui n'a pas vu les photos postées sur les réseaux sociaux par notre président de la République? Ah bah oui, on a pu le remarquer en costume d'aviateur, une réplique du film Top Gun, ou encore celle où il est grimé en boxeur, comme dans un bon vieux Belmondo. Et là, c'est pas fini avec les Jeux Olympiques, qui va certainement nous faire le Seigneur des Anneaux. Soyez les bienvenus dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Philippe, avec Bruno, avec Jean-Pierre, et vous-même, messieurs, dames. Merci de nous suivre. Soyez les bienvenus. Bonsoir à chacun et à chacune. Bonsoir à tout le monde, hommes et femmes. Et c'est tout pour moi en ce qui me concerne. Hein. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais moi, je me limite à hommes et femmes. Je vais peut-être commencer. Allez, commence. En prenant la parole rapidement pour citer notre lanceur d'alerte, Philippe Pasco, qu'un certain nombre de personnes connaissent, et qui a sorti un troisième livre qui s'appelle Pilleurs d'État et qui montre à quel point l'oligarchie de nos élus politiciens, représentants soi-disant du peuple, se gave d'une façon absolument dingue avec des privilèges légaux, en plus, exorbitants. Par exemple, le fait de pouvoir cumuler 5 retraites sans aucune limitation de quantité, tout en continuant à travailler, le fait de pouvoir toucher des retraites de réversion de plus de 66%, alors que pour le citoyen moyen, on ne dépasse pas 30%. Le fait de pouvoir bénéficier de toutes les aides à droite et à gauche, et transport gratuit, etc., que tous les députés et sénateurs utilisent à foison. Le fait de pouvoir, quand on cumule plusieurs activités politiques, de pouvoir toucher de l'argent pour pouvoir manger au moins 6 repas par jour, alors que normalement on est limité à 3, enfin, etc., etc., etc. On arrive à des sommes absolument astronomiques et on a l'impression tout à fait que la Révolution française ne sert à rien et qu'on est retourné dans l'ancien régime avec les courtisans et le roi. Donc, c'est intéressant de rappeler tout ça parce que il y a vraiment deux sortes de Français. Il y a les Français d'en bas et puis les Français d'en haut. Et donc ça doit changer le plus rapidement possible. Et comme le dit à tous et souvent et tout le temps le Conseil national de transition français et canal historique, il faut une véritable démocratie où chacun est l'égal de chacun. Oui. Alors, dans la logique de la récupération à tout crin d'argent fait par l'État qui en a besoin, hein. On sait très bien aujourd'hui que les déficits, il va bien falloir les combler quelque part, ou mieux que dans nos poches, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc évidemment pas les fonctionnaires, enfin en tout cas les hauts fonctionnaires, et encore moins pas les élus que tu viens de citer, qui sont effectivement une sorte allez, on va dire de tableau de tout ce qu'on peut trouver comme privilège dans une société qui normalement est censée être égalitaire et répartir les richesses, justement. Eh bien non, c'est les mêmes personnes qui donnent les règles, ce sont les mêmes personnes qui non seulement les transgressent, mais trouvent des lois spécifiques pour elles, qui fait qu'elles ne sont pas dans la transgression quand nous y sommes. Alors, je voudrais aller sur le thème des zones à faible émission. Alors, vous savez que l'écologie punitive nous dit que si on n'a pas la bonne vignette qui va bien au bon endroit, etc., on peut être puni. Alors, les règles sont assez compliquées. Et dans une ville comme Lyon, que nous connaissons un petit peu et qui a fait le buzz récemment à ce sujet-là, eh bien, dans cette ville-là, eh bien, les critères 4 sont tout simplement interdits. Interdit critère 4. Alors, il faut le savoir, hein, effectivement. Comment le savoir? Il faut aller sur Internet. Enfin, voilà, je laisse chacun l'initiative de se renseigner sur ce cas particulier, car nous sommes tous devenus des cas particuliers. On n'est pas traités par les mêmes règles, selon qu'on est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en hauteur ou en bas. Ça aussi, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Donc, non seulement l'écologie, elle nous pompe l'argent, elle est punitive, mais en plus, elle utilise plusieurs lois, comme si la République n'était pas une et indivisible et que la loi de la République n'était pas valable sur tout le territoire. Donc, c'est comme ça. Alors, Philippe, oui. Philippe, c'est comme Anne Hidalgo qui vient de baisser la vitesse sur le périphérique à Paris à 50 km/h. Bientôt, il faudra pousser la voiture. Bientôt, il faudra pousser la voiture. C'est fait, ils sont contents, les Parisiens. On ne doit pas crier assez fort, je sais pas, il y a des gens qui descendent dans la rue, mais est-ce qu'ils font nos élus font-ils, évaluent-ils le succès d'une manifestation à l'applaudimètre? Ou à, je ne sais pas, aux décibels produites dans la rue, parce que là, il faudrait qu'on le sache, quoi, parce qu'autrement, si on le sait pas, on joue pas de la bonne façon, quoi. Et visiblement, quoi qu'on fasse, des pieds ou des mains, comme on dit dans l'expression faire des pieds et des mains,
eh bien, on a toujours perdu. Toujours nous à la fin, on paye quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça va durer? Ben, j'espère que non, parce que nos poches ne sont pas extensibles à l'infini, et ni à nous ni à l'autre. Et voilà. Et donc, on se pose la question, mais voilà, pourquoi ces deux poids deux mesures, et pourquoi subitement cette amende est-elle tombée? Parce que ce qu'il faut remarquer quand même dans cette histoire de lyonnaise là, en fait, ça se passe dans une banlieue de Lyon, c'est que c'est la première fois, a priori, en tout cas dans cette zone-là, qu'un artisan ou un particulier est touché par ce type d'amende. Alors l'amende est à 68 euros, sachons-le. 68 euros pour non-respect de zone à faible émission, donc autrement dit ZFE, comme on dit, hein, pour un critère 4 qui est interdit dans la ville de Lyon. Et voilà, il s'est fait attraper, le monsieur. Alors il explique que, évidemment, on est tous d'accord pour polluer moins, hein, ça c'est parfait, hein. Mais que ça soit fait intelligemment, c'est-à-dire qu'on remplace pas tout de suite des véhicules qui marchent bien par des véhicules électriques, qu'on ne fasse en sorte que qu'on ait amorti physiquement et peut-être même comptablement le véhicule atmosphérique qu'on avait depuis longtemps et qui faisait peu de kilomètres, par exemple. Par un artisan, en général, il travaille dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez lui, hein. Donc c'est pas des gros kilométrages. Voilà ce que dit ce monsieur. Et il met du bon sens face à la doxa administrative et la doxa intellectuelle des écologistes qui taillent des coupes réglées, qui mettent en coupe réglée un certain nombre de citoyens sans discernement, quoi. Donc c'est ce manque de discernement qui fait peur, comme d'habitude, hein, et qui nous dit mais jusqu'où vont-ils aller, quoi. Voilà ce que je voulais signaler, des choses du quotidien qui deviennent lourdes à porter, avec le sentiment que nous sommes systématiquement, nous, contribuables, coupables de tout, et qu'on est taxable de tout également, mais dans certaines limites que vient d'évoquer justement Bruno à l'instant, et à travers du livre de Monsieur Pasco. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Très bien, on va continuer à parler finances et on va s'intéresser à celle d'Elon Musk. C'est l'actualité en images tout de suite. De sa fortune est estimée à 288 milliards de dollars. Avec ça, il pourrait distribuer 4300 euros à chaque Français ou 37 euros à chaque personne dans le monde. En réalité, Elon Musk est probablement l'humain le plus fauché de l'histoire, puisque tous ses comptes bancaires sont dans le rouge, avec une dette de plus de 548 millions de dollars minimum. Attendez un peu avant de le plaindre. C'est justement grâce à son endettement qu'il est aussi riche. Elon Musk possède 17% de Tesla sous forme d'actions. Grâce au succès de l'entreprise, leur valeur en bourse a triplé. Il pourrait les vendre et ramasser un paquet de cash, mais il perdrait le pouvoir de son entreprise et ferait chuter son cours. Il est donc contraint de garder ses actions. Tous les jours, la fortune de Musk fluctue de plusieurs millions à la hausse comme à la baisse. Alors comment fait-il pour financer ses implants capillaires et l'éducation de sa famille? Grâce à la dette. Il peut s'endetter de façon presque illimitée. Les banquiers savent qu'il n'a qu'à vendre ses actions pour pouvoir les rembourser. Aux yeux des impôts, Elon Musk est un pauvre criblé de dettes. Et en tant que PDG, il a décidé de ne se verser aucun salaire. Son revenu officiel est de 0. Waouh! Ça devient intéressant la finance tout à coup quand on sait la gérer. Comment ça marche? Mais malheureusement, enfin ou heureusement, ça c'est un point de vue, hein. Il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Parmi les super riches, ils fonctionnent tous de la même façon, hein. On peut parler de Monsieur Draghi ici qui est bête. C'est un peu Oui. ce qu'on appelle les crédits lombards, c'est-à-dire que quand on a du patrimoine, que ce soit des actions ou que ce soit des placements ou autres, les banques prêtent facilement parce qu'il y a ce patrimoine qui vient en garantie. Donc, on travaille pas avec son propre argent, mais on travaille avec l'argent des banques et on s'endette. Ça, c'est le privilège des gens qui sont vraiment riches. Par contre, ceux qui sont pas riches, eux, ils ont droit à des découvertes supprimées, ils ont droit à des agios et puis à des poursuites judiciaires quand ils ne payent pas leur crédit. C'est ça qu'il faut changer et c'est ce que un certain nombre de personnes dans le monde s'acharnent à mettre en place pour changer ce système où finalement c'est la dette qui écrase, qui domine les citoyens de base, alors que ceux qui sont riches, pour eux, la dette est un moyen de s'enrichir encore plus. C'est ce que j'allais dire. Moi, si par exemple je crée de la dette, j'aurai forcément des gens à la porte qui vont vouloir récupérer. Bon, par contre, je ne suis pas Elon Musk. Alors voilà, Elon Musk, il a plein de qualités et c'est un créatif, il a des idées. Un coup, il fabrique des voitures, puis un coup, il fait Starlink. Alors Starlink, ça fait déjà un certain nombre d'années que ça a démarré. C'est quoi? C'est un projet qui n'est plus un projet, qui est en cours. De rassemblement de satellites à basse altitude. Alors je peux pas faire de technologie avec ça, mais
À basse altitude, ça veut dire on a moins, il y en a moins de distance entre les satellites et la Terre, donc ça va plus vite déjà en communication à ce niveau-là. Et le but de tout ça, c'est de couvrir toute la surface de la Terre dans les coins les plus reculés qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à Internet, tout simplement. Alors merci, monsieur Elon Musk, de penser aux Berbères ou je ne sais quel, aux Tibétains peut-être qui sont dans des grottes ou je ne sais quoi. Merci de leur donner accès à Internet. Je suppose qu'ils vont être sensibles à ça. Sachant qu'il y a d'autres systèmes qui sont en concurrence avec vous, qui visent la Terre depuis plus haut, depuis une altitude supérieure, avec d'autres inconvénients, mais d'autres avantages aussi, et que la guerre technologique, si guerre il y a, en tout cas la concurrence technologique et la concurrence logique, tout simplement, elle fait rage entre ce monsieur et ses concurrents, que je ne vais pas citer ici. Hein. Donc voilà, on est dans une logique plus de bagarre économique. Sachant que ce projet, qui doit aboutir normalement un jour, n'a pas fait la preuve de sa viabilité encore. Hein. Voilà, donc non seulement il est endetté jusqu'au genou ou jusqu'au cou, je sais pas comme disait le général de Gaulle à l'époque, mais en plus, son projet technique n'est pas gagné d'avance, quoi. Son pari technique n'est pas gagné d'avance. Voilà. Allez, on va passer au sujet du jour et nous allons évoquer aujourd'hui la sécurité aux frontières contre les Russes. Alors évidemment, nous n'avons pas de frontières avec la Russie, mais nous allons dire non à l'immigration avec la Russie. Non, alors nous allons dire non à l'immigration illégale. Hein. Il est hors de question. Évidemment. Illégale, ça va s'en venir. L'immigration légale a toute sa place dans notre société, mais l'immigration illégale est un vrai sujet, puisque pourquoi y a-t-il de l'immigration illégale? Et surtout, pourquoi faut-il subitement se dire, tiens, mais comment on peut faire pour faire en sorte que cette illégalité soit sanctionnée dans les faits par la loi et par la police qui attrape les gens qui sont illégaux? Alors jusqu'à maintenant, on vit plutôt dans un certain laxisme, et puis il s'est passé une chose importante en Allemagne, c'est qu'il y a eu tout simplement un attentat par un émigré, je crois que c'est syrien, de sa nationalité d'origine, il est syrien, sachant que la Syrie, enfin en tout cas les Syriens ont migré depuis la Syrie vers l'Allemagne dans les années 2020-21, je sais plus exactement, à hauteur de 1 million de personnes, ce qui est énormissime, ça c'est un choc culturel. Et donc c'est je sais plus qui, je crois que c'était Angela Merkel déjà à l'époque, qui est encore à l'époque, qui était à l'origine de ce coup d'éclat. Et les Allemands avaient sûrement apprécié à leur juste valeur l'invasion, littéralement, hein, de ces populations qui venaient bénéficier du programme social également, au même titre que nous en France, par exemple. Et il y a eu, ça a fait du bruit. Et là, justement, là, ça fait du bruit parce qu'on voit non pas des armes à feu, mais des armes blanches qui servent à se faire attaquer par des gens qui sont islamistes, qui quand on ouvre chez eux, quand on va chez eux et qu'on ouvre leur appartement, on découvre toute une série de choses qui font froid dans le dos, relativement à une forme de vengeance de l'islam par rapport aux chrétiens, etc. Bon, ça, ce sont des cas très minimes, très restreints, mais qui génèrent de l'émotion, y compris dans la population allemande, bien entendu, et qui n'est pas monolithique, mais qui veut aussi, à un moment donné, dire, il y en a marre, trop, c'est trop. Effectivement, ils ont accepté beaucoup de choses. Des pays comme la Suède, des pays comme l'Allemagne, le Danemark, un peu moins la Norvège, mais ont accepté l'annexion de toute une série de personnes qui venaient soit de Moyen-Orient, soit d'Afrique, etc. La France, évidemment, y a sa part. Donc, ça serait intéressant de comparer un petit peu à la fois les causes et les effets, quoi. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, eh bien, il y a un monsieur qui arrive avec un poignard et qui veut tuer tout le monde sur un marché ou je sais pas où. Alors, moi qui vous parle, j'ai été témoin de ça, c'est-à-dire que j'ai pu interroger rapidement un commerçant sur un marché qui venait d'être témoin et qui avait même participé à la course avec la police pour attraper quelqu'un qui avait un couteau et qui voulait tuer tout le monde. Bon, c'est avéré que ce monsieur était un drogué, que c'était quelqu'un qui habitait dans le quartier, donc voilà. Donc, mais ça, c'est juste dans mon quartier, modestement. Hein. Et je pense que ce genre de choses doit se répercuter un peu partout en France et un peu partout ailleurs également, qui cause tout simplement une émotion, bien évidemment, et qui cause des mesures prises, en l'occurrence en Allemagne, tout simplement. Donc en Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont renforcé le contrôle temporaire aux frontières. Alors, qui ça, Monsieur Scholz, qui n'est pas forcément spécialement du parti qui a pour
comment dire, qui a pour mission ou envie ou besoin ou programme électoral de chasser l'immigration illégale. Bien au contraire, hein. Mais sous la pression, eh ben, il est obligé de faire marche arrière et il augmente les contrôles temporaires aux frontières. Alors, me demandez pas pourquoi temporaire. Alors si, vous pouvez me le demander. En fait, c'est pour 6 mois. Voilà, c'est pour 6 mois dans toutes les frontières terrestres. Hein, voilà, soyons clairs aussi. Et ça, c'est Nancy Faeser, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a mis ça en route. Leur ministre de l'Intérieur a décidé de ça. Et ils prennent une position ferme contre la migration irrégulière. Alors, c'est amusant parce que dans cette phrase, j'entends ferme, ça veut dire fest en allemand, hein, ça veut dire ferme, effectivement. Et ça suppose que dans les temps précédents, eh ben, c'était pas ferme et encore moins définitif. Donc, il y a des adjectifs qui permettent d'ajouter quelque chose. Il y a la mesure, la loi, et puis il y a la mesure ferme et la loi ferme. C'est deux notions nouvelles, quoi, hein, qui se suivent les unes derrière les autres. Et pourtant, on croyait que la loi, elle était faite ferme ou pas ferme pour être appliquée. Ben non, dans un cas, on l'appliquait moyennement, et puis dans un autre cas, on va l'appliquer fermement. C'est ce que je comprends de ce qui se passe en Allemagne contre la migration irrégulière. Alors, c'était pas ferme avant, hein. C'est ça la question que je pose, hein. Cette loi, l'application de cette loi n'était pas ferme. Donc on ne peut pas compter sur nos gouvernements pour faire appliquer les lois qu'eux-mêmes ont votées suivant nos votes à nous pour tel et tel représentant. Voilà, donc ça c'est des questions. Puis certains pays d'Europe considèrent comme un crime le passage clandestin des frontières. Alors il est question de criminaliser un passage clandestin. Imaginez en France si on avait des gens qui passent les frontières et qu'on les attrape, et ça c'est tous les jours, et qu'on dise ce sont des criminels et ça vaut autant d'années de prison. Ben les prisons seraient plus que pleines, hein. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a certains pays qui ont décidé et en particulier un pays qui est un petit peu en avant-garde sur l'immigration en Europe, c'est la Hongrie évidemment. La Hongrie qui a eu un long débat là-dessus, des longues discussions, et il y a eu une véritable invasion physique. Il a fallu construire des grilles, il a fallu construire des barrières. Alors évidemment, c'est pas à l'avantage esthétique, je dirais, du pays en question, puisqu'on ça donne l'impression que c'est ça le méchant hongrois. Ils veulent pas accueillir les pauvres immigrés. Mais ça, c'est l'impression première. La réalité, elle est plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura une invasion, il y a une difficulté, voire une impossibilité pour le pays d'accueil de recevoir et de traiter correctement ces immigrés qui s'imaginent avoir pourtant touché le Graal. Et c'est là qu'il faut aussi mettre l'accent sur un autre point, c'est que quand on dit c'est difficile pour les immigrés d'arriver jusqu'à nous, c'est très 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 compliqué. On parle pas du tout de ce qui est compliqué quand les immigrés sont chez nous, que ce soit en France, en Allemagne ou en Hongrie. On parle de la complexité du voyage qu'ils font depuis le fin fond de l'Asie, de l'Afrique, de l'Inde, que sais-je encore, de ces pays par lesquels, par des différents trafics, ils sont évidemment, ils sont soudoyés. Enfin, comment dirais-je, non, ils sont pas soudoyés, ils sont ruinés. Enfin, on leur demande des sommes énormes pour un passeur qui va les prendre en charge, qui va peut-être mettre leur vie en péril pendant toute une partie du voyage, et ils sont relayés de passeur en passeur qui les vident de leurs maigres ressources financières. Et quand ils arrivent en Europe, ils pensent que pour eux c'est la fin, que c'est la fin du calvaire et qu'ils sont, ça y est, c'est soit ils meurent, soit ils vivent comme des nababs, quoi. Voilà l'idée que se font ces gens quand ils partent de là et qu'ils arrivent chez nous. Bruno, je t'écoute. Oui, Philippe. Alors moi, je voulais rajouter à tout ce que tu viens de dire une vision, je dirais, un peu plus globale, en disant c'est quoi une frontière. Quand on vit dans une maison, quand on vit dans un appartement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a une porte. Cette porte, normalement, quand on rentre chez soi, on la ferme. On la laisse pas grande ouverte. Sinon, on peut être envahi par beaucoup de choses. On peut être envahi par des animaux, on peut être attaqué par des gens qui veulent nous voler, etc. Donc, il faut bien qu'il existe des portes. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on a une porte chez soi, on se sent un peu plus en sécurité, surtout quand la porte est fermée. Eh bien, un pays, c'est un peu la même chose. Étant donné que dans le monde entier, il y a à peu près 200 pays, dans chaque pays, il y a un peuple différent, avec des coutumes différentes, avec des façons de fonctionner différentes. Et à partir de là, si le monde entier était un système vraiment démocratique et libre, comme nous préconisons au Conseil national de transition français canal historique, il n'y aurait pas ce problème-là.
Mais à partir du moment où on a effectivement, comme tu le disais Philippe, des gens des fois qui viennent avec des mauvaises intentions, normalement, on peut ouvrir sa porte à des amis. Quand on a des amis qui viennent chez nous, eh ben, on ouvre la porte, ils viennent, et il n'y a pas de souci, on mange avec eux, tout se passe bien. Mais on n'ouvre pas la porte à des ennemis. Et en plus de ça, on peut parler aussi des frontières au niveau économique. Parce qu'effectivement, quand on a des gens qui travaillent dans notre pays, des fois durement, pour pouvoir fabriquer certains produits, et qu'on voit les mêmes produits arriver à travers nos frontières venant de pays comme la Chine ou l'autre, à un prix 4 fois moins cher, parce que ça a été fabriqué par des gens qui sont très mal payés, ou même carrément par des enfants, eh bien là aussi, il faut fermer la porte. Fermer la porte, c'est-à-dire faire payer des droits de douane, des droits qui permettent aussi de protéger notre liberté économique à l'intérieur du pays. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, des fois, quand on parle de ça, surtout dans le système actuel en France, où il y a la doxa, la manière de parler, la pensée unique, eh bien, on va dire, oui, mais vous êtes d'extrême droite, par exemple. Hein, ou vous êtes des extrêmes, vous allez trop loin. Mais les mêmes gens qui disent ça, quand ils vont chez eux, et quelquefois dans de très belles villas, surtout les politiciens, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même des portes dans leur villa. On s'aperçoit que ces portes, elles sont fermées la nuit, elles ne sont pas ouvertes. Donc, à partir de là, il faut bien comprendre que les frontières sont nécessaires et utiles. Alors, si un jour, effectivement, nous arrivons à la transition et que nous créons une véritable démocratie dans notre pays, eh bien, ça fera des jaloux, ça fera des envieux. Parce que nous verrons notre pays qui va se développer énormément, et donc on aura des gens qui voudront peut-être essayer de rentrer chez nous. Mais la meilleure chose à faire pour ces gens-là, c'est de leur permettre de rester dans leur pays en les aidant à se développer eux-mêmes. Parce qu'actuellement, on est dans un système perdant-perdant, c'est-à-dire que les pays, notamment africains, se vident de leur cerveau des gens les plus intelligents qui viennent émigrer à cause de la complicité et des magouilles des mafias, qui arrivent dans nos pays où il y a du chômage et où ça ne les aide absolument pas, bien au contraire. Donc nous sommes perdants et ils sont perdants aussi. Donc ce qu'il faut, c'est que les peuples s'aident entre eux et qu'à partir de là, sans passer par les gouvernants, sans passer par les politiciens, à partir du moment où on va aider les peuples des pays qui ont besoin de se développer, eh bien ces gens-là resteront chez eux, ils développeront leur pays et tout le monde sera content. Et on aura un monde où les choses iront beaucoup mieux, avec beaucoup moins de conflits, de guerres, qui sont en général presque toujours provoqués uniquement par l'oligarchie. Moi, ça me dérange pas de laisser ma porte ouverte, hein, si j'arrive à gérer le flux de l'immigration et que ce soit légal, évidemment. Ah, il y a un piège sur les portes ouvertes ou fermées, hein. C'est la notion de propriété, hein, qui rejoint celle de frontière et de nation. Si on laisse la porte de la maison ouverte, on prend le risque, et qu'on s'absente, on prend le risque quand on revient, qu'elle soit tout simplement squattée. Et que des personnes qui se sont installées, ben, selon les lois françaises, je peux vous dire qu'il faut du temps, de l'abnégation, de la patience et un petit peu d'argent pour faire en sorte de récupérer tout simplement son bien. Et c'est vrai sur d'autres pays également. Donc il y a aussi cet aspect-là, l'aspect du squat tout simplement. Voilà. Mais Quand par tu parles contre, de ça, Philippe, ça me fait penser immédiatement à ce qui se passe actuellement avec la politique. On nous squatte notre politique. Bah oui, ils sont totalement illégaux. eh ben absolument, on est squatté par des usurpateurs, effectivement, qui squattent notre gouvernance, et qui n'ont ni droit ni titre depuis 2008, depuis la disparition de notre chère Constitution. Voilà. Et Jean-Pierre? Oui, merci. Alors, il a été abordé le phénomène des portes physiques et des portes financières. Je vais aborder maintenant le phénomène des portes psychologiques. Il faut savoir que chez les musulmans, on n'a pas le droit de rentrer chez quelqu'un même s'il n'y a pas de porte, sauf si un objet nous appartient et chez cette personne-là qu'on ne peut pas le récupérer autrement. Chez les Amérindiens, la porte, c'est une couverture. Et il ne viendrait à l'idée de personne de franchir ce seuil sans autorisation et sans invitation de la personne qui habite. Et dans la nature aussi, il y a des portes. Alors les portes, c'est absolument nécessaire. Et dans un édifice, quand beaucoup de portes sont ouvertes, ça fait des courants d'air et ça fait claquer les portes. Donc j'ai coutume, par exemple, quand je fais une faute en orthographe, en écrit,
de l'entourer d'un cœur en symbolisant que c'est une porte que je referme provisoirement, sachant que cette erreur indique quelque chose, j'appelle ça un passage secret pour aller vers soi-même. Donc je la referme provisoirement pour qu'il n'y en ait qu'une seule à la fois d'ouverte. Ça, c'est pour les portes psychologiques. Il y a une façon aussi de ne tolérer en soi-même que des pensées harmonieuses, aimantes et prospères pour soi-même et pour le monde entier. Alors évidemment, ça suppose de bien garder ces frontières parce que toutes les pensées du monde peuvent nous assaillir, soit par d'autres gens qui ont intérêt à ce que nous pensions les choses de travers, soit tout simplement par nous-mêmes. Donc ça demande d'être vigilant sur ses propres portes. Je me sens très triste quand j'entends parler d'immigration. Il est légitime pour un être de fuir la violence ou la dictature d'un lieu et donc de demander asile ailleurs. De demander asile et si on ne lui octroie pas l'asile, d'essayer d'obtenir cet asile quand même. Je veux dire, chacun, quand sa vie est en danger, est prêt à risquer justement sa vie pour une situation plus stable. Et c'est juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que toujours les mêmes ont intérêt à diviser les peuples de la terre et ont inventé des frontières, nous ont dit si tu es né à tel endroit, t'es français, et si tu es né à un autre, t'es pas français. Et moi, je ne reconnais qu'un seul français, celui qui porte haut la devise de la France dans son cœur. Voilà. C'est aussi une porte. On la reconnaît, on l'applique ou on ne l'applique pas. Il y a deux côtés. Et les portes, elles ont un seuil. Alors, pour franchir le seuil, ça demande du respect pour soi et du respect pour l'autre. Voilà, je vous remercie d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Écoute, très bien, bon point de vue. Je voudrais revenir un petit peu de façon un peu plus terre à terre sur ce qui se passe en France, effectivement. Alors, pour finir un petit peu avec ce qui se passe ailleurs, le Japon, par exemple, ne tolère pas l'immigration illégale. J'ai lu ça quelque part. Normalement, nous non plus. Sauf qu'au Japon, c'est un peu plus sévère de se faire attraper quand on est dans l'illégalité à ce niveau-là. Singapour, par exemple, les immigrés illégaux à Singapour risquent la prison. En France, je pense pas qu'ils risquent la prison. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Alors évidemment, on est tous concernés par ce qui se passe en France qu'ailleurs. Et je vais pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais simplement pointer le fait qu'on a des lois et qu'on ne les applique pas. Dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs. Mais justement, c'est peut-être là, ça fait partie du malaise que nous vivons dans ce pays, c'est que les lois sont promulguées, on a tout ce qu'il faut au niveau de l'arsenal juridique, mais il n'y a rien qui avance. On a l'impression que les juges regardent à gauche quand il faut regarder à droite. La police, un petit peu pareil. Voilà, ils veulent pas se faire tuer, ce que je peux comprendre, mais ça veut dire aussi abandonner le terrain aux malfrats, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, il faut savoir que les obligations de quitter le territoire en France, eh bien, elles étaient, voilà, il y a eu en France, ça c'est des données qui sont données par l'IFRAP, j'invente rien, 700 000 immigrés clandestins en France, il y a maintenant 700 000 immigrés clandestins en France. Sur 10 ans, le taux d'exécution des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire, qui doivent être opérationnelles, le taux d'exécution a presque toujours été en dessous de 20%. Voilà, le chiffre important, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'on a des EQTF, et il y en a que 20% qui sont exécutés. Que font les 80 autres pourcents? En 2022, 7% des EQTF ont été exécutés. Voilà, encore un chiffre encore particulier. C'est-à-dire qu'on était en pleine pandémie, et il n'y a plus, non pas 20%, mais 7% des EQTF qui ont été exécutés. Toujours Dixit, l'IFRAP, je n'invente toujours rien. Donc, comment se fait-il que, c'est un petit peu ça la question, on a l'impression que les OQTF, ces obligations de quitter le territoire, on a presque envie de rajouter, entre parenthèses, avec le mode d'emploi pour y revenir sur le territoire. Et oui, parce qu'on a tous vu des films qui parlaient de ça, c'est-à-dire le monsieur était sous l'injonction d'un OQTF, c'est-à-dire de l'obligation de quitter le territoire français. Et puis, voilà, monsieur, faut que vous quittiez le territoire français. Mais je vais par où? Vous allez par où vous voulez, monsieur. Il part à gauche, part à droite, il est censé quitter le territoire français. Mais personne n'est là pour surveiller qu'il ait quitté le territoire français.
Et c'est ça qui va plus aujourd'hui, qui ne va plus. Voilà. C'est des remarques qu'on avait déjà faites. Alors effectivement, il y a toute la doxa de gauche qui consiste à dire on peut pas poursuivre ces malheureux qui sont malheureux chez eux, qui arrivent chez nous, ils sont encore malheureux parce qu'ils sont déracinés. Ils sont malheureux tout le temps. Donc on a une tolérance naturelle vis-à-vis de ces gens-là, et les droits de l'homme nous guident dans notre action de dire on ne peut pas renvoyer ces gens chez eux, ils vont y trouver soit la mort, soit la misère. Donc on les tolère chez nous, et ils tournent comme des ours en cage, et il faut pas qu'ils se fassent attraper, parce que s'ils sont attrapés, ils n'ont pas de papier, ils sont pas légaux. Donc, on est dans une forme de folie, quoi. Une forme de folie qu'on n'a toujours pas résolue aujourd'hui. Voilà. Alors, certains vont jusqu'à dire que tout ça est calculé, qu'il y a une immigration qui a été faite en Allemagne, notamment très lourdement, j'en ai parlé tout à l'heure avec la Syrie, mais il y en a une autre qui s'est manifestée encore plus récemment, c'est l'immigration qui vient de l'Est, entre guillemets, c'est-à-dire l'Ukraine. Suite à la guerre d'Ukraine, il y a beaucoup d'immigration ukrainienne, et là, ce sont des Européens. Et là, ils raisonnent pas comme des Africains. Ils raisonnent comme des voisins. Vous faites partie de l'Europe, j'ai envie de faire partie de l'Europe, donc vous me traitez comme si j'étais un Européen faisant partie de la communauté européenne. Voilà. Dans leur esprit, c'est assez simple. Oui, Jean-Pierre, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose? Oui, j'ai fait une petite grimace parce que je vois que de nouveau, notre peuple se fait pirater, si je peux dire, par des choses qui font semblant d'être efficaces. Il n'y a qu'une seule chose qui est efficace, c'est que tout le monde soit heureux. Sinon, il y en a forcément qui vont être malheureux et qui vont mettre le bazar. Donc, voilà. Toutes ces fausses mesures, on va garder les frontières, oui, et alors, on va empêcher des gens qui sont malheureux de prendre le risque de mourir pour outrepasser? Non, on ne peut pas faire ça. Donc, s'arranger pour que tout le monde soit heureux, c'est l'objectif du Conseil national de transition français Canal historique. Et quand tout le monde sera heureux, évidemment, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, chacun sera bien à sa place et sera heureux d'y être. Merci d'avoir entendu. Oui, qu'on soit bien clair, le CNTF-CH, effectivement, a en vision, en visée, en visuel, comme on dit dans l'aviation, l'idée que tout le monde soit heureux en France et pour les Français. C'est ça, hein. On a toujours dit qu'on est circonscrit à la métropole France plus les dom-toms, et on peut pas faire le bonheur de la terre entière. Comme disait Monsieur Rocard, on ne peut pas prendre toute la misère du monde sur nos épaules. Voilà, donc il y aura un passage obligé, c'est-à-dire on va d'abord rendre heureux ceux qui sont à l'intérieur des frontières avec des papiers, qui sont légaux, qui sont des gens immigrés anciennement et qui ont tout à fait le droit d'être sur notre territoire, parce qu'ils sont français justement, et avec cela, et c'est welcome. Hein. Et je sais par expérience et par information que ce sont les premières personnes à souhaiter qu'il y ait de la sûreté aux frontières françaises, qu'on arrête l'illégalité de l'immigration. C'est les premiers concernés par ça, hein. Ils le savent. Est-ce qu'ils veulent le malheur de leur coreligionnaires ou de leurs anciens amis d'Afrique ou d'Asie ou d'ailleurs? Non, je pense pas. Je pense qu'ils veulent simplement que sur ce territoire qu'on appelle la France, on puisse justement y vivre heureux, que ça soit un havre de paix et que ça ne devienne pas le radeau de la Méduse. C'est-à-dire que tout le monde va couler en même temps sous l'ombre. Voilà. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, il n'était pas question dans cette soirée, dans ce thème de dire que la loi est mauvaise ou que la loi est bonne. Il était juste question de savoir pourquoi elle n'était pas toujours appliquée. Ce qui est un vrai sujet et qui remonte à la notion de république que nous souhaitons remplacer par, évidemment, d'autres choses, par un changement de paradigme et en particulier par une démocratie bien employée, quoi. Voilà. Très bien, nous allons conclure. Il reste une frontière, les amis, à franchir. Bah oui, celle de la semaine pour arriver aux portes du week-end. J'ai fait de la récupération entre le titre et ce qui a été dit tout au long de l'émission. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Bruno. Excellent week-end, excellente soirée. Notre prochaine transmission culturelle, ce sera à partir de lundi aux alentours de 19h30. Bon week-end.